Le 3 septembre 2025, un rapport de 54 pages atterrit sur les bureaux des membres du Congrès des États-Unis avec la discrétion d'une bombe à retardement. L'expéditeur est le Government Accountability Office, l'organisme fédéral chargé de surveiller comment le gouvernement américain dépense l'argent du contribuable. Le destinataire est chaque sénateur, chaque représentant, chaque président de commission qui a voté des crédits pour le programme d'armement le plus coûteux de l'histoire de l'humanité. Le titre du document ne laisse aucune place à l'ambiguïté. F-35 Joint Strike Fighter, Actions Needed to Address Late Deliveries and Improve Future Development. Actions nécessaires pour remédier au retard de livraison et améliorer le développement futur. Ce que le GAO décrit dans ces pages n'est pas un incident de parcours, c'est le portrait clinique d'un programme industriel qui promet depuis 30 ans ce qu'il ne parvient pas à livrer. Et le chiffre qui ouvre le chapitre des livraisons frappe comme un uppercut. En 2024, Lockheed Martin a livré 110 chasseurs F-35 à l'armée américaine et à ses alliés. 110 appareils sortis des chaînes d'assemblage de Fort Worth au Texas, emballés, transportés, réceptionnés par les forces aériennes de plusieurs nations. Et sur ces 110 appareils, le nombre livré dans les délais contractuels est de 0. Pas un seul. Chaque chasseur est arrivé en retard. Le retard moyen par appareil était de 238 jours, 8 mois. Un pilote dont le chasseur était prévu en janvier le recevait en septembre. Un pays qui avait organisé la formation de ses équipages pour le printemps devait repousser l'ensemble de son calendrier opérationnel à l'hiver suivant. 8 mois de vide dans les hangars. 8 mois de pilotes formés sur des avions qui n'existent pas encore. 8 mois de créneaux de maintenance réservés pour des machines fantômes. Mais le scandale ne réside pas dans les retards. Les retards, dans l'industrie de l'armement, sont monnaie courante. Le scandale réside dans ce qui s'est passé pendant que ces avions n'arrivaient pas. Le GAO a découvert que le bureau du programme F-35 avait continué à verser à Lockheed Martin des centaines de millions de dollars en primes d'incentive, ces bonus contractuels censés récompenser le constructeur pour le respect de ses engagements de livraison, des primes de ponctualité versées pour des avions qui avaient 8 mois de retard. Le site Defense One a résumé l'absurdité de cette situation en un titre qui a fait le tour des rédactions spécialisées de la planète. The jets were late, Lockheed got on-time bonuses anyway. Les avions étaient en retard. Lockheed a quand même touché les primes de ponctualité. Le rapport précisait que le pourcentage d'appareils livrés en retard et le nombre moyen de jours de retard avaient augmenté d'année en année, tandis que les primes d'incentive continuaient de couler vers Bethesda dans le Maryland, siège social de Lockheed Martin, avec la régularité d'un virement automatique que personne n'avait pensé à suspendre. Les auditeurs du GAO ont recommandé au Pentagone de réviser la structure des primes pour qu'elle reflète les performances réelles du constructeur. En langage de contrôleur budgétaire fédéral, cette recommandation équivalait à dire que le contribuable américain finançait un système de récompense pour l'échec. La cause principale de ces retards portait un nom technique que les ingénieurs de Fort Worth connaissaient trop bien. Technology Refresh 3, abrégé TR3. Un ensemble de mises à jour matérielles et logicielles comprenant un nouveau processeur central, une mémoire étendue et des capteurs modernisés, conçus pour servir de fondation à la prochaine grande évolution du chasseur. Sans TR3, rien de ce qui était prévu pour la suite du programme ne pouvait fonctionner. Le nouveau radar ne pouvait pas traiter ces données. Les nouveaux algorithmes de fusion de capteurs ne pouvaient pas tourner. Les nouvelles armes ne pouvaient pas être intégrées. TR3 était le socle sur lequel tout reposait. Et ce socle avait 3 ans de retard. La livraison de TR3 était initialement prévue pour avril 2023. En 2026, les responsables du programme annonçaient que les premiers appareils équipés de TR3 en configuration combat seraient livrés dans le courant de l'année. 3 ans de glissement pour un composant dont dépendait l'avenir entier du chasseur. Pendant ces 3 années, le Pentagone avait suspendu les livraisons de nouveaux F-35 pendant 12 mois complets, de juillet 2023 à juillet 2024, parce que les avions sortant des chaînes n'étaient tout simplement pas équipés pour remplir leur mission. 12 mois sans une seule livraison. 1 an de silence industriel sur les chaînes du programme le plus cher de l'histoire. Et pendant que Fort Worth accumulait les retards et encaissait les primes, pendant que le GAO accumulait les rapports et le Congrès accumulait les questions, 2 pays européens qui avaient signé des chèques de plusieurs milliards de dollars pour recevoir ce chasseur révolutionnaire
commençaient à comprendre qu'ils n'obtiendraient pas ce qu'on leur avait vendu. La Suisse avait voté, la Finlande avait commandé. Et toutes les deux allaient découvrir que le prix de la confiance accordée à Washington se mesurait en avions manquants et en promesses évaporées. Quand le département de la Défense des États-Unis a lancé le programme de modernisation Block 4 au milieu des années 2010, l'ambition était colossale. 66 nouvelles capacités devaient être intégrées dans le F-35 pour en faire le chasseur le plus polyvalent du XXIe siècle. De nouveaux armements, des capteurs de dernière génération, une guerre électronique repensée, une mise en réseau avancée entre appareils et un système de fusion de données capable de transformer chaque pilote en centre de commandement volant. Le calendrier initial promettait l'achèvement complet de ces 66 capacités pour 2026. Le coût estimé était de 10,6 milliards de dollars. 6 ans plus tard, en 2021, le chiffre avait grimpé à 16,5 milliards. Le nombre de capacités prévues avait enflé au-delà de 75, chaque ajout alourdissant un programme déjà en difficulté. Puis le rapport du GAO de septembre 2025 a posé le diagnostic final. 6 milliards de dollars de dépassement supplémentaires par rapport aux dernières estimations. La date d'achèvement ne serait pas 2026 ni 2029 comme la première révision l'avait suggéré. Le GAO estimait désormais qu'un nombre réduit de capacités ne serait pas prêt avant 2031 au plus tôt, avec certaines fonctionnalités repoussées au milieu des années 2030. Les auditeurs fédéraux avaient choisi leurs mots avec la précision chirurgicale d'un acte d'accusation. Bloc 4 aura moins de capacité, subira des retards de calendrier et aura des coûts inconnus jusqu'à ce que le bureau du programme finalise une nouvelle estimation. Moins de capacité, des retards, des coûts inconnus. 3 aveux d'échec condensés en une seule phrase administrative. Le Pentagone avait répondu en faisant exactement ce que font les grandes bureaucraties quand elles ne parviennent plus à tenir leurs promesses. Il avait réduit les promesses. Le nombre de capacités prévues pour Bloc 4 avait été amputé. Les fonctionnalités jugées trop complexes ou trop coûteuses avaient été reportées à une date indéterminée. Le chasseur du futur devenait un chasseur dont personne ne savait exactement ce qu'il contiendrait, ni quand il serait prêt. En janvier 2025, le directeur des tests opérationnels et de l'évaluation du Pentagone avait publié son propre rapport annuel. Sa conclusion était encore plus brutale que celle du GAO. À la fin de l'année fiscale 2025, aucun F-35 équipé de TR-3 en configuration combat n'avait été livré aux forces armées américaines. Aucun. L'armée qui avait dépensé 485 milliards de dollars pour acquérir ce chasseur ne disposait pas d'un seul exemplaire équipé du processeur censé permettre les capacités de demain. Et le calcul global du programme donnait le vertige. En 2001, quand le département de la Défense avait lancé le Joint Strike Fighter, le coût total d'acquisition avait été estimé à 233 milliards de dollars. En 2012, après avoir franchi les seuils légaux de dépassement qui obligeaient le Pentagone à informer le Congrès, ce chiffre avait bondi à 396 milliards. En 2025, il atteignait 485 milliards. Et le coût de maintien en conditions opérationnelles sur l'ensemble du cycle de vie de la flotte, 77 années de vol prévues, s'élevait à 1580 milliards. Le total dépassait 2000 milliards de dollars. 2000 milliards pour un programme dont le propre gouvernement reconnaissait qu'il livrait des avions avec 8 mois de retard, que la modernisation promise n'arriverait pas avant la décennie suivante et que les coûts restaient inconnus. Le site Aerospace Global News avait résumé 25 ans de rapports du GAO en une phrase qui circulait désormais dans chaque état-major européen. Le F-35 promet trop et livre trop peu. Over promises and under delivers. Cette formule capturait l'essence d'un programme dont la stratégie commerciale reposait depuis le premier jour sur la vente d'un potentiel futur plutôt que d'une capacité présente. Lockheed Martin ne vendait pas un chasseur fini, elle vendait la promesse d'un chasseur qui serait fini un jour. Et chaque année, ce jour reculait un peu plus loin dans l'avenir. Les chaînes d'approvisionnement ajoutaient leur propre couche de dysfonctionnement. Le GAO notait que les problèmes logistiques continuaient de peser sur les calendriers de production des cellules et des moteurs, provoquant des livraisons de plus en plus tardives. Le moteur Pratt & Whitney F-135, seul propulseur du chasseur, souffrait de problèmes de fiabilité chroniques que le constructeur peinait à résoudre. Le temps moyen entre deux défaillances critiques
restait en deçà des objectifs contractuels. Un moteur qui tombait en panne plus souvent que prévu dans un avion qui n'avait qu'un seul moteur. L'équation était aussi simple que terrifiante pour chaque pilote qui montait dans un cockpit de Lightning. Le Congrès avait ordonné en 2023 la restructuration du programme Block 4 en un sous-programme distinct, précisément pour donner une meilleure visibilité sur les coûts et les retards qui avaient été masqués par l'ampleur du programme global. Le GAO avait salué cette décision, tout en notant que le bureau du programme n'avait toujours pas produit la nouvelle estimation de coûts demandée. En attendant, les pays qui avaient acheté le F-35 sur la foi de brochures commerciales promettant Block 4 continuaient de recevoir des avions sans Block 4, des chasseurs livrés aux standards d'hier, facturés au prix de demain. Et 2 de ces pays venaient de découvrir l'étendue exacte de ce qu'ils avaient perdu dans cette transaction. Le 6 mars 2026, le ministre suisse de la Défense, Martin Pfister, s'est présenté devant la presse à Berne pour annoncer une décision que personne dans la Confédération helvétique n'avait envie d'entendre. La Suisse ne recevrait pas les 36 F-35 Alpha qu'elle avait commandés. Elle en recevrait 30. 6 appareils de moins que prévu, 6 chasseurs évaporés entre le moment de la signature et celui de la livraison. L'histoire de cette amputation avait commencé 5 ans plus tôt, en 2020, quand les citoyens suisses avaient approuvé par référendum un budget de 6 milliards de francs suisses pour le renouvellement complet de leur flotte aérienne. Ce plafond budgétaire n'était pas une suggestion, c'était une obligation légale, inscrite dans le résultat d'un vote populaire. Le peuple avait parlé, 6 milliards, pas un centime de plus. En 2021, après une compétition qui avait également examiné l'Eurofighter Typhoon, le Rafale de Dassault et le Super Hornet de Boeing, Bern avait choisi le F-35 Alpha. Lockheed Martin avait présenté une offre qui tenait dans l'enveloppe des 6 milliards pour 36 appareils. Le contrat avait été signé, les créneaux de production avaient été réservés, les pilotes suisses avaient commencé à préparer leur transition depuis les vieux F-A-18 Hornet et les antiques F-5 Tiger qui servaient de chasseurs d'interception depuis les années 80. Puis les prix avaient commencé à monter. En décembre 2025, le ministère suisse de la Défense avait officiellement reconnu que le coût du programme dépassait le plafond voté. Le surcoût estimé oscillait entre 650 millions et 1,3 milliard de francs suisses selon les sources. Washington n'avait pas réussi à fixer le prix que Bern croyait avoir négocié. Un responsable du département de la défense américain avait confirmé à Breaking Defense que les coûts associés au programme F-35, en particulier pour les cellules et les moteurs, avaient suivi une tendance haussière par rapport aux estimations initiales figurant dans la lettre d'offre et d'acceptation originale. En langage diplomatique américain, cette phrase signifiait que le prix avait augmenté et que Washington n'y pouvait rien. En langage suisse, cette phrase signifiait que le vote populaire de 2020 avait été rendu caduc par les pratiques commerciales d'un constructeur situé à 8000 km de Berne. Pour acquérir les 36 appareils initialement prévus, il aurait fallu un crédit supplémentaire de 1,1 milliard de francs. Le Conseil fédéral avait refusé de demander cette somme au Parlement. À la place, il avait sollicité un crédit additionnel de 394 millions de francs pour absorber l'inflation et les hausses de coûts incompressibles, réduisant la commande à environ 30 chasseurs. Martin Pfister avait reconnu devant les journalistes que cette réduction aurait des conséquences négatives sur la capacité opérationnelle et la durabilité en période de tensions accrues et de conflits. Les propres évaluations du ministère suisse de la Défense avaient conclu qu'une posture de défense aérienne complète nécessiterait entre 55 et 70 chasseurs modernes. La Suisse en aurait 30. Moins de la moitié du minimum estimé par ses propres stratèges. Et comme si cette humiliation ne suffisait pas, le même communiqué du Conseil fédéral révélait que la livraison des systèmes de défense anti-aérienne Patriot, commandés dans le cadre du même programme Air 2030, subirait un retard de 4 à 5 ans. Les États-Unis avaient réorienté leur livraison de Patriot vers d'autres priorités. La Suisse devrait attendre. En attendant, Bern envisageait l'acquisition d'un second système de défense aérienne. La préférence serait donnée à un système fabriqué en Europe, avait précisé le gouvernement. Le nom qui circulait dans les couloirs du ministère de la Défense à Berne était celui du SAMP-T franco-italien, le même système que le Danemark avait choisi quelques semaines plus tôt en rejetant explicitement le Patriot américain. Un mois plus tard, le 9 avril 2026, c'est depuis Helsinki qu'un second coup de tonnerre a résonné dans les cercles de défense européens.
le responsable du programme F-35 finlandais, a accordé une interview au quotidien Helsingin Sanomat dont chaque phrase enfonçait un clou supplémentaire dans le cercueil des promesses de Lockheed Martin. Les F-35 Alpha destinés à la Finlande arriveraient avec moins de capacité que celles convenues dans le contrat d'acquisition. La Finlande avait signé en décembre 2021 un contrat de 9,4 milliards de dollars pour 64 F-35 Alpha, le plus gros investissement militaire de l'histoire du pays. Ce contrat avait été négocié sur la base des spécifications Block 4, la modernisation qui devait transformer le chasseur en plateforme de combat de nouvelle génération. Mais Block 4 avait 5 ans de retard, et les avions qui arriveraient en Finlande ne seraient pas équipés des capacités promises. Le responsable finlandais avait ajouté un détail qui transformait le désagrément technique en scandale financier. La Finlande devrait effectuer les mises à niveau à ses propres frais. Helsinki avait payé pour un avion complet. Elle recevrait un avion partiel, et la facture pour obtenir ce qui avait été promis à la signature serait envoyée non pas à Fort Worth, mais aux contribuables finlandais. Le GAO avait confirmé que cette situation n'était pas spécifique à la Finlande. Le retard de Bloc 4 affectait l'ensemble des clients du programme. Mais la Finlande, pays de 5,5 millions d'habitants partageant une frontière de 1340 km avec la Russie, n'avait pas le luxe d'attendre. Chaque mois de retard dans la modernisation de sa flotte était un mois supplémentaire de vulnérabilité face à un voisin dont les intentions n'avaient plus rien d'ambigu depuis février 2022. La Suisse perdait 6 avions, la Finlande recevait des avions incomplets. Et dans les deux cas, la réponse de Lockheed Martin et du Pentagone était la même. Le silence poli d'un fournisseur qui sait que ses clients n'ont plus nulle part où aller. Sauf qu'à 8000 km de Fort Worth, dans une usine bordée de vignobles à Mérignac près de Bordeaux, un autre constructeur racontait une histoire radicalement différente. Le 23 janvier 2026, 3 chasseurs Rafale biplaces portant les immatriculations T0301, T0302 et T0303 se sont posés sur la base aérienne de Rosmin Nurjadin à Pekanbaru, sur la côte occidentale de l'île de Sumatra. Leur vol de convoyage avait débuté 15 jours plus tôt depuis l'usine Dassault Aviation de Mérignac, avec une escale technique à Istres. Les 3 appareils étaient les tout premiers Rafales de l'histoire de l'armée de l'air indonésienne. Le brigadier général Rico Ricardo Siré, porte-parole du ministère de la Défense à Jakarta, a confirmé la livraison devant les journalistes de Reuters avec une phrase qui ne contenait aucune nuance diplomatique. Les appareils ont été remis et sont prêts à être utilisés par l'armée de l'air indonésienne. Prêts, pas en attente d'une mise à jour logicielle que personne ne sait quand elle arrivera. Pas livrés avec des capacités amputées que le client devra financer lui-même. Prêts. L'Indonésie avait signé son contrat en février 2022 pour 42 Rafales au standard F4, 30 monoplaces et 12 biplaces pour un montant de 8,1 milliards de dollars. Le calendrier prévoyait les premières livraisons au début de 2026. Les premières livraisons ont eu lieu au début de 2026. 3 appareils supplémentaires étaient programmés pour avril de la même année. Le simulateur de vol et le centre de formation avaient été livrés en avance, avant même l'arrivée des chasseurs, pour que les pilotes indonésiens puissent commencer leur conversion sans perdre un jour. La comparaison avec ce qui se passait au même moment, de l'autre côté du Pacifique, n'avait pas besoin de commentaires. En janvier 2026, Dassault livrait 3 Rafales complets à Jakarta, dans les délais, au prix contractuel. Au même moment, Lockheed Martin achevait une année 2024 où 110 F-35 avaient été livrés avec un retard moyen de 238 jours. Les Indonésiens recevaient un chasseur fini. Les Suisses apprenaient qu'ils recevraient 6 chasseurs de moins. Les Finlandais découvraient que leurs chasseurs arriveraient sans les capacités promises. Et Lockheed encaissait des primes de ponctualité pour des appareils arrivés 8 mois après la date prévue. Les chiffres de Dassault Aviation, publiés lors de la présentation des résultats annuels 2025, racontaient une histoire que les analystes financiers peinaient à réconcilier avec celle de son concurrent texan. 220 Rafales en carnet de commande, dont 175 à l'exportation et 45 pour la France. 9 pays clients sur 4 continents. Le 300e Rafale livré depuis le début de la production. Un chiffre d'affaires de 7,42 milliards d'euros en hausse de 19%. Un résultat net de 1,06 milliard d'euros. Un carnet de commandes total de 46,6 milliards d'euros. Et une cadence de production qui passait de 26 appareils par an en 2026 à 35 par an à l'horizon 2029.
Le taux de disponibilité opérationnelle du Rafale dans l'armée de l'air française dépassait 75%. 3 appareils sur 4 prêts à décoller à tout instant. Le F-35 plafonnait à moins de 55% selon les chiffres du GAO. À peine un appareil sur 2 apte au combat. Pour un budget d'acquisition identique, un pays qui choisissait le Rafale mettait en l'air 50% de chasseurs supplémentaires par rapport à un pays qui choisissait le Lightning. Le coût horaire de vol creusait un fossé encore plus profond. Chaque heure passée dans le ciel par un F-35 Alpha coûtait environ 36 000 $ aux contribuables. Maintenance, carburant, usure des composants furtifs dont la durée de vie restait inférieure aux spécifications, remplacement des revêtements absorbants qui se dégradaient à chaque sortie. Le Rafale volait pour environ 16 000 $ de l'heure, moins de la moitié. Sur une carrière opérationnelle de 30 ans, cette différence se chiffrait en milliards pour chaque flotte nationale. Et au-delà des chiffres, c'est une philosophie industrielle qui séparait les deux constructeurs. Dassault livrait des avions finis. Chaque standard du Rafale, le F3R, le F4, le futur F5, constituait un ensemble complet de capacités testées, validées et certifiées avant la première livraison. Aucun client ne recevait un Rafale en attente d'une modernisation fantôme. Aucun pays ne signait un contrat pour un standard qui n'existait pas encore. Le chasseur que l'acheteur recevait sur le tarmac de Mérignac était le chasseur qui l'emportait chez lui. Complet, opérationnel, souverain. Le Rafale ne contenait aucun composant dont l'usage nécessitait une autorisation américaine. Aucun système logistique centralisé à Fort Worth ne surveillait les heures de vol des Rafales indonésiens, grecs ou émiratis. Aucune mise à jour logicielle ne requérait un feu vert du département d'État. Un pays qui achetait un Rafale possédait son avion. Il pouvait le modifier, l'armer, l'exporter, le maintenir et le faire voler sans jamais décrocher un téléphone en direction de Washington. Éric Trappier, le patron de Dassault Aviation, avait résumé cette philosophie en une phrase que les attachés militaires du monde entier connaissaient par cœur. Le Rafale, on l'a fait tout seul. 7 mots qui contenaient 40 ans de choix industriels souverains, depuis le départ du programme Eurofighter en 1985 jusqu'au carnet de commandes record de 2026. 7 mots qui expliquaient pourquoi 9 pays avaient choisi de confier leur défense aérienne à une usine de Gironde plutôt qu'à un complexe militaro-industriel du Texas. Et ces 7 mots contenaient surtout une promesse que Dassault avait tenue chaque année, chaque contrat, chaque livraison, pendant que son concurrent américain accumulait les retards, les surcoûts et les excuses. En novembre 2025, un rapport du National Security Journal a compilé l'ensemble des difficultés d'exportation du F-35 sous un titre qui résonnait comme un avertissement. The F-35 looks like it might be in real trouble now. Le F-35 semble être en réelle difficulté désormais. L'article énumérait les crises en cascade avec la précision d'un bulletin médical. Les problèmes belges de livraison, les livraisons polonaises repoussées à 2026 et 2027, l'angoisse suisse face au coût, l'hésitation croissante de nouveaux acheteurs potentiels, et une rumeur persistante que l'industrie américaine tentait de démentir sans jamais y parvenir complètement, celle d'un interrupteur à distance, un kill switch logiciel qui permettrait à Washington de désactiver n'importe quel F-35 vendu à un allié en cas de désaccord politique. Le Pentagone avait démenti, Lockheed Martin avait démenti, mais le démenti lui-même alimentait le soupçon. Car même sans bouton physique caché dans un cockpit, l'architecture contractuelle du programme constituait un mécanisme de contrôle bien plus redoutable qu'un interrupteur. Le système de gestion logistique Audi, successeur du défunt Alice, surveillait en permanence chaque paramètre de chaque F-35 déployé dans le monde depuis des serveurs situés sur le territoire continental des États-Unis. Aucune maintenance ne pouvait être effectuée sans données fournies par ce système. Aucune pièce détachée ne pouvait être commandée en dehors du circuit industriel agréé par le Pentagone. Aucun armement étranger ne pouvait être intégré sans validation technique du bureau du Joint Program Office. Un pays qui achetait un F-35 n'achetait pas un avion de combat. Il louait une capacité aérienne dont la continuité dépendait de la bonne volonté d'une administration américaine dont les priorités pouvaient changer à chaque élection présidentielle. La Turquie l'avait appris en 2019, quand Washington avait confisqué ses chasseurs déjà payés et transféré sa production de composants sans la moindre compensation après l'achat de systèmes de défense aérienne russes.
Ankara avait versé des milliards. Ankara n'avait reçu aucun avion. Et aucun tribunal au monde n'avait pu contraindre les États-Unis à honorer le contrat. Le général Grégory Guillot, commandant en chef du commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, avait lui-même enfoncé le clou devant le Sénat américain en déclarant que les chasseurs de 5e génération n'étaient pas indispensables à la défense de l'espace aérien nord-américain. Le chef militaire responsable de la protection du ciel américain et canadien venait de dire publiquement que l'avion à 2000 milliards de dollars n'était pas nécessaire pour la mission la plus fondamentale qui soit, défendre son propre territoire. Les actions de Lockheed Martin avaient chuté significativement dans les semaines suivantes, pendant que Wall Street recalculait ses prévisions et que les attachés militaires européens relisaient les clauses de leur contrat d'acquisition. La carte du marché mondial de l'aviation de combat se redessinait en temps réel. L'Inde négociait 114 Rafales supplémentaires dans le cadre du programme MRFA, un contrat estimé à 36 milliards de dollars qui deviendrait la plus grande commande unitaire de chasseurs de l'histoire de l'aviation militaire mondiale. Dassault avait annoncé l'ouverture d'une seconde ligne d'assemblage à Hyderabad si la commande se concrétisait. L'Égypte en opérait 24. Le Qatar en avait reçu 36. La Grèce en alignait 24. La Croatie en avait acheté 12. La Serbie avait signé pour 12,9. Les Émirats arabes unis attendaient les premiers exemplaires de leur commande historique de 80 appareils signés en décembre 2021 pour 16 milliards de dollars. Et aucun de ces pays n'avait jamais reçu un Rafale en retard, facturé au-dessus du prix convenu ou livré avec des capacités amputées. Le Stockholm International Peace Research Institute avait confirmé ce que les industriels français mesuraient chaque trimestre dans leur carnet de commandes. La France était devenue le deuxième exportateur d'armes au monde, dépassant la Russie, dont les ventes s'étaient effondrées sous le poids des sanctions et de l'usure de la guerre. Les exportations françaises d'armement avaient bondi de 47% entre les périodes 2014 à 2018 et 2019 à 2023. Et chaque contrat signé par Dassault contenait une clause que Lockheed Martin ne pouvait pas offrir: la liberté. Un Rafale acheté à Dassault appartenait à son acheteur du premier jour au dernier jour de sa vie opérationnelle. Pas de serveur américain surveillant les heures de vol. Pas de bureau du programme validant chaque mise à jour. Pas de département d'État autorisant chaque exportation de pièces détachées. Pas de risque de confiscation en cas de désaccord diplomatique. Le chasseur appartenait au pays qu'il avait acheté et ce pays en faisait ce qu'il voulait. Cette indépendance n'était pas un argument marketing inventé dans les bureaux de Saint-Cloud. C'était le résultat de 60 ans de décisions souveraines prises par des présidents français successifs qui avaient tous refusé de soumettre la défense de la République à une autorisation étrangère. De Gaulle avait quitté le commandement militaire intégré de l'OTAN pour que les forces françaises ne servent jamais sous un drapeau étranger. Chaque président après lui avait maintenu ce principe intact. Et Dassault Aviation, né de cette philosophie, construisait des chasseurs qui la portaient dans chaque rivet, chaque ligne de code, chaque capteur. Le F-35 avait coûté 2000 milliards de dollars et ne fonctionnait qu'un jour sur deux. Le Rafale coûtait la moitié et volait 3 jours sur 4. Washington augmentait les prix après signature. Paris livrait au prix convenu. Les pays qui achetaient américains achetaient une promesse dont la date de réalisation reculait chaque année. Les pays qui achetaient français achetaient une certitude livrée sur le tarmac dans les délais contractuels. Le 23 janvier 2026, 3 Rafales se sont posés à Pekanbaru dans les délais prévus. Au même moment, quelque part à Fort Worth, un F-35 attendait une mise à jour qui n'arriverait pas avant 2031. La différence entre ces deux scènes ne se mesurait pas en spécifications techniques. Elle se mesurait en un seul mot que chaque chef d'état-major de la planète comprenait dans toutes les langues: confiance.